Job Radio présente Superfast, un podcast avec Julien Deza. Bienvenue dans ce 7e épisode de Superfast. Au sommaire, conseils et infos pratiques pour créer et développer sa communauté. Et pour présenter cette émission à mes côtés, Jean-Baptiste Venin de Job Radio et Startup Media. Salut Julien, bonjour à tous. 7e épisode que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, mais aussi startupmedia.fr, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Alors Julien, après avoir évoqué ensemble la question des ressources humaines, dans ce nouveau numéro, on va s'intéresser au pouvoir des communautés dans le business. Oui, fédérer et animer sa communauté, c'est indispensable pour toutes les startups. Cette communauté est considérée comme un canal de vente. Pour évoquer ce thème, dans ce 7e rendez-vous, tu as décidé de recevoir Anne-Cécile Hulot, la CEO de My Golden Closet, et Hortense Bourgois, la CEO de Baya. Alors, My Golden Closet, c'est une plateforme de location de vêtements de particulier à particulier sans intermédiaire. Anne-Cécile souhaite optimiser notre dressing. C'est ce qu'on appelle une entreprise à impact. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Julien. Comment vas-tu ? Eh ben très bien, merci beaucoup de demander. Je trouve qu'on commence enfin à voir la lumière au bout du tunnel. Les mois les plus difficiles sont derrière nous, donc cette crise n'a pas été facile, mais voilà, on commence à voir un peu la reprise. Les locations ont repris très rapidement après la fin du confinement. L'équipe s'est pas mal agrandie ces derniers temps et plus motivée que jamais, donc voilà. On espère que, en tout cas, tous les voyants ont l'air d'être au vert. Donc, j'espère avoir de beaux mois devant nous. Ok, super. Et quelle est ton actualité en ce moment ? Alors, là, c'est l'actualité récente, c'était la reprise des mariages et des événements. Enfin, le droit de se réunir fait que, les événements reprennent. Que du coup, il y a plein de gens qui sont un peu en recherche de leur tenue idéale pour le mariage de leur cousine, la soirée d'anniversaire de leur tante, qui finalement a lieu. Et du coup, pour nous, c'est une belle opportunité parce que il y a eu un changement de façon de consommer la mode que moi j'ai vraiment senti pendant le confinement, où les gens se sont remis en question, se sont dit mais en fait ils ont utilisé ce temps pour faire un petit peu un point sur leur façon de consommer. Et du coup, j'espère que il va y avoir une tendance à consommer la mode de façon beaucoup plus responsable. Donc encore une fois, plutôt une belle opportunité pour nous. Ok, super. Et pourquoi vouloir créer une communauté alors, si on prend le thème d'aujourd'hui ? Ouais. Alors, ma communauté, c'est vraiment la clé de voûte de notre business. My Golden Closet, ça promeut l'économie du partage. C'est essentiel pour nous de bâtir une communauté de confiance qui est vraiment basée sur la bienveillance et sur l'échange. Si on n'avait pas notre communauté de Goldies, parce que du coup c'est comme ça qu'on les appelle, on n'existerait plus, et c'est hyper important en fait que les Goldies se sentent en confiance sur le site et qu'elles aient l'impression de faire partie vraiment d'une communauté et d'un mouvement qui permettra de changer la façon de consommer la mode. Donc la communauté, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important et ce qu'on travaille mais sans cesse. D'accord. Et quels sont tes besoins aujourd'hui dans le domaine ? Alors, assez énorme, puisque plus on sera nombreux sur la plateforme, plus l'impact écologique sera grand. Et notre enjeu dans ce business model qu'on a construit, c'est vraiment d'avoir une communauté aussi grande que possible si on veut vraiment changer les choses. C'est-à-dire que si on n'est qu'une dizaine ou qu'une centaine, clairement, on va pas changer la façon de consommer la mode. Il faut qu'on soit des milliers, voire à terme des millions, pour qu'il y ait vraiment un impact et qu'on puisse dire honnêtement qu'on a changé un peu la façon de consommer la mode. L'idée, notre principal challenge à nous, c'est d'avoir une communication qui est hyper engageante et très inclusive. Et l'idée, c'est vraiment que chacun, quel que soit son style vestimentaire, quelles que soient ses origines, ses convictions, puisse trouver son bonheur sur la plateforme et puisse se reconnaître dans la plateforme. Donc ça, c'est vraiment difficile de se dire que tout le monde puisse se reconnaître et du coup de pas faire une communication qui soit trop axée sur un groupe de personnes en particulier. Ok. Et tu pourrais nous citer des actions que tu as déjà mis en place ? Oui, bien sûr. Alors, en un an, on a réuni une communauté de 4000 Goldies, c'est comme ça qu'on les appelle, juste par le bouche à oreille. Donc, on passe énormément de temps à rencontrer les membres de notre communauté. Donc ça, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre les attentes de notre communauté, de réfléchir à comment on peut la faire grandir. Et on fait aussi énormément de partenariats qui ont du sens avec des marques engagées, donc des marques qui sont très engagées d'un point de vue environnemental, qui ont un impact écologique assez faible. On adopte une communication qui met les Goldies vraiment au centre. On leur propose des challenges où ils peuvent se filmer, se prendre en photo, pour vraiment avoir l'impression
l'impression de faire partie d'une communauté. On les aide aussi à communiquer entre eux avec un chat interne à la plateforme qui leur permet de se poser des questions toutes bêtes mais qui sont assez intéressantes pour eux. Par exemple j'ai telle robe, avec quoi tu me conseilles de la mettre et voilà, on travaille vraiment à la création de cette communauté et on les fait participer à tout un tas d'actions sur notre compte Instagram qui sont encore une fois assez engageantes. Super. Et je voulais évoquer avec toi aussi la question du coût humain et financier. Oui. Et je voulais savoir comment une jeune startup comme toi pouvait faire pour développer sa communauté en sachant que bien souvent, le coût humain et financier peut être important. Alors, pour l'instant, donc moi je suis avec mon associé qui gère toute la partie marketing, expérience client. Moi je gère plutôt la partie managériale, recrutement. Et on a une super community manager qui fait un travail absolument exceptionnel, qui à elle seule fait le travail de 10 personnes. Donc ça, on a vraiment beaucoup de chance. On a aussi un développeur qui du coup nous aide à refaire la plateforme. Donc ça, c'est hyper excitant. Mais il va y avoir un nouveau site et une application qui vont sortir a priori fin juin. Sur la question des finances, on a eu la chance de recevoir le PIA de la BPI, donc qui nous a permis d'avoir un grand bol d'air. Et ensuite, il y a autre chose qui moi m'a énormément aidé, c'est le soutien justement de notre communauté. J'ai été vraiment touchée pendant cette période du coronavirus par le nombre de filles sur la plateforme qui m'ont proposé leur aide en disant si t'as besoin de faire des photos, n'hésite pas à me contacter. Si t'as besoin de refaire le logo, si t'as besoin d'aide, n'hésite pas à compter sur moi. Et j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages comme ça. Et mine de rien, au début, ça change complètement l'aventure. Et vraiment, je suis hyper reconnaissante d'avoir une communauté si engagée et d'avoir reçu tellement de soutien parce que sans cette communauté, je pense que clairement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ah, c'est sûr, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, on voit que tu as vraiment des belles opportunités à venir. Et du coup, ma question suivante, c'est quelles sont les réussites et les difficultés que tu as pu rencontrer ou que tu rencontres encore aujourd'hui? Alors, niveau difficulté, on va commencer par le moins agréable. Je pense que l'année 2019/début de 2020 était la pire année qu'on puisse imaginer. J'ai fait mon MVP l'année dernière. Ensuite, il y a eu une petite période de doute parce que j'étais encore toute seule à l'époque. J'avais pas d'associé encore. De remise en question. Je me suis demandé si le business model était viable, si ça allait être de redémarrer. Ensuite, j'ai eu une succession de très très bonnes nouvelles qui ont toutes été annulées par le coronavirus. Donc, à savoir des business angels qui avaient envie d'investir, puis ensuite il y a eu le coro et finalement ils étaient pas sûrs. C'était une succession j'ai eu une bourse qui finalement a été annulée. C'était que des bonnes nouvelles qui ont été annulées par la crise. Donc ça a été très compliqué. Mais alors étonnamment, le confinement, ça m'a donné un peps et une pêche de folie en me disant mais justement utilise cette difficulté comme une superbe opportunité et vois-le comme l'occasion de te développer, même si c'est triste à dire, il y a pas mal de concurrents, il y a le marché va complètement être bousculé, va complètement changer. Il y a aussi énormément de superbes profils qui se retrouvent justement sans travail sur le marché. Du coup, c'est l'occasion de recruter, c'est l'occasion de faire grandir cette équipe et je pense que du coup ma plus belle réussite, c'est d'avoir réussi à surmonter cette crise qui a été quand même épouvantable pendant quelques mois parce que nous on a eu un chiffre d'affaires à zéro, il s'est absolument rien passé pendant quelques mois. Donc niveau finance un peu compliqué, mais avoir réussi à recruter, avoir réussi à trouver cette associée qui est hyper précieuse et avec qui on a plein de projets, d'avoir réussi à trouver ma community manager et de voir cette petite équipe qui se développe petit à petit. Moi, c'est ma première expérience managériale et honnêtement, c'est une superbe réussite de voir les petites réunions du lundi matin où on est toutes hyper motivées, prêtes à conquérir le monde. Ça, je pense que pour l'instant, c'est ma plus belle réussite et j'espère qu'il y en aura plein d'autres au cours de l'année. Eh ben, écoute, on te souhaite aussi. Et puis, c'est vrai que on voit en tout cas dans ton témoignage que ça, c'est le signe des grands entrepreneurs et des grandes entrepreneuses, parce que c'est vrai que le fait de faire face à l'imprévu et de rebondir face à des difficultés et trouver du coup dans ces difficultés des opportunités, ça c'est le signe des grands et je pense que du coup derrière, à mon avis, tu vas vraiment tout exploser dans les mois, les années. Voilà, c'est ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est ça. Alors du coup, ma dernière question, je voulais savoir si tu avais des conseils à demander à Hortense de Baya, qui va intervenir juste après toi et qui va jouer le rôle de l'expert dans le développement de communauté, en sachant qu'elle, notamment sur Instagram, elle
Elle a du coup elle est suivie par de nombreuses personnes, hein, plus de 43 000 personnes, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc quels sont les conseils voilà que tu pourrais lui demander et que du coup je vais lui poser juste après? Oui, alors bien sûr, moi ma principale question, c'est comment tu fais pour avoir une communauté qui est engagée lorsqu'elle s'agrandit? Parce que je trouve que c'est assez facile de faire vivre sa communauté quand il y a 1000, 2000, même à mon niveau 4000 personnes, parce que du coup, je dirais pas que je les connais tous, mais globalement, voilà, il y a des gens que je connais à force. Comment est-ce que tu fais justement pour engager la communauté quand il y a 43 000 personnes et que clairement tu peux plus connaître les gens? Comment avoir un taux de conversion qui est aussi un taux d'engagement qui est extrêmement important, et voilà, comment faire en sorte que ça devienne pas juste une énième page qu'ils ont liké sur Instagram et qui suivent vaguement de loin parce qu'ils ont toujours été abonnés et que c'est devenu pour eux presque de la routine plus que du vrai intérêt. D'accord. Est-ce que tu as une autre question à lui poser ou c'est ta seule question? Alors, bien sûr, j'ai des questions sur comment faire grandir sa communauté, est-ce qu'elle a des petites techniques peut-être de gros hacking? Alors évidemment, des techniques de gros hacking peut-être gratuites dans un premier temps. Ça, c'est vrai que je suis hyper preneuse de conseils là-dessus sur comment faire grandir la communauté sans forcément débourser énormément en publicité Instagram et en publicité Facebook, et aussi comment est-ce qu'elle me conseille justement d'aborder cette question de la publicité Insta? Est-ce qu'elle a fait plein de testing? Est-ce qu'elle a essayé plein de petites de posts différents sponsorisés, ou peut-être qu'elle en a pas fait du tout? C'est vrai que moi ça m'intéresserait beaucoup d'avoir justement le retour d'expérience sur toutes ces différentes étapes, comment passer de 1000 à 5000, puis de 5000 à 20 000. J'imagine qu'il y a des paliers, qu'ensuite ça se développe quasiment tout seul et que ça, voilà, c'est que de la croissance organique. Mais ça m'intéresserait de vraiment comprendre comment on passe les étapes et comment on fait pour ne pas stagner toute sa vie à un niveau donné. Merci Anne-Cécile pour ton témoignage et je te dis à bientôt. Merci beaucoup à toi surtout, et bonne journée et bon courage pour les mois à venir. Merci à Anne-Cécile de My Golden Closet. Et pour lui répondre, tu t'es tourné vers Hortense Bourgois, la fondatrice de Baya. Oui, Hortense qui a pour objectif d'apporter du fun et de la technicité au monde du yoga. Bonjour Hortense. Bonjour Julien. Comment vas-tu? Écoute, je vais bien. Je suis à la campagne chez mes parents dans le nord de la France, donc tout va bien. Je profite encore du télétravail. Ok, super. Alors, ma première question, pourquoi avoir créé une communauté? Alors en fait, nous on a un peu né via une communauté parce qu'on a lancé Baya au départ sur Ulule, qui est une plateforme de crowdfunding. Et du coup, en fait, dès le début, le fait d'avoir ce qu'on appelle des early adopters, donc des gens qui vont croire en ton produit et qui vont être des vrais ambassadeurs de la marque, c'est super important. Donc en fait, au départ, même si c'était un petit nombre, parce qu'on avait peut-être 150 ou 200 participants à notre campagne Ulule, c'est des gens qu'on a tout de suite très chouchoutés, à qui on a posé vos questions sur la satisfaction qu'ils ont de nos produits, sur les autres produits qu'ils aimeraient voir développer, etc. Donc ça a toujours été un peu au cœur de notre développement. Et aussi, on est une boîte du web, donc forcément, notre canal de vente principal, c'est notre site internet. Et donc, on draine des gens sur notre site internet via nos réseaux sociaux. Quels sont les avantages et les inconvénients du coup de développer une communauté? Alors, les avantages, c'est que pour moi, tu as un contact direct avec tes clients. Ce que tu n'as pas, par exemple, quand tu fais du retail ou quand tu fais de la distribution, où en fait, c'est les magasins qui vont être en contact direct avec ton client et toi, tu vas pas avoir de retour, tu vas pas savoir ce qu'ils pensent, tu vas pas savoir ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé aussi. Donc, je trouve que cette proximité-là qu'on a avec notre communauté, elle est hyper chouette et elle est hyper précieuse dans notamment notre croissance et dans notre développement de produits. On n'hésite pas à les solliciter sur quel design vous préférez entre ces deux tapis-là, quel produit vous aimeriez qu'on travaille, quel serait votre legging idéal, etc. Donc on les sollicite beaucoup dans nos étapes de développement. L'inconvénient pour moi, c'est que c'est pas vraiment un inconvénient, mais c'est que ça prend du temps. Il faut pas être trop gourmand d'aller très vite en fait, parce qu'en fait ça prend vachement de temps. Il faut passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, il faut passer du temps à leur répondre, à trouver des posts qui vont leur plaire, à créer du contenu pour venir alimenter les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut prendre du temps, mais qui pour moi vaut complètement le coup. C'est très intéressant Hortense ce que tu viens de dire à nos auditeurs. Il est vraiment important d'être toujours en contact avec ses clients et ses prospects. Pourquoi? Pour améliorer son produit comme tu le disais, mais aussi pour répondre aux besoins du client. Et quand on fait de la vente
quand t'es indirect, c'est vrai que c'est plus difficile. Exactement. Ça te donne une certaine agilité aussi qui dépend que de toi-même. Donc, c'est quand même assez agréable dans tes étapes de développement. C'est sûr. Et au début, comment tu as fait pour créer ta communauté et quelles sont les questions à se poser? Alors, la première chose qu'on a fait, du coup, c'était donc, en même temps que le lancement de la campagne sur Ulule, on a créé nos comptes sur les réseaux sociaux. On les avait créés peut-être un petit peu avant. L'important, c'est de vraiment commencer à alimenter ce compte, même si on communique pas du tout dessus, pour que quand les gens arrivent sur le compte, il y a déjà du contenu, qu'on sente l'identité visuelle de la marque, qu'il y ait déjà des commentaires, de l'engagement, etc. Donc, faut pas que la personne arrive sur une page blanche parce qu'en fait, du coup, on se demande un peu, mais c'est qui c'est là. Donc c'est vraiment important de venir l'alimenter en amont. Et du coup c'est un peu ça la première étape de notre développement sur les réseaux sociaux. Après toute la partie plus programmation, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on réponde vraiment aux besoins ou aux envies de notre communauté, c'est venu dans un deuxième temps. Au début c'était assez fil de l'eau et un peu on n'avait pas un planning sur un mois sur les posts sur nos réseaux sociaux par exemple, ce qui est différent d'aujourd'hui. Donc et je me rappelle plus la deuxième partie de ta question du coup. Et la deuxième question, c'était quelles sont les questions à se poser? Les questions à se poser, pour moi, c'est qu'est-ce qui fait que toi, t'es différenciant? Pourquoi est-ce que, en gros, la personne te suivrait toi et pas quelqu'un d'autre? Parce qu'on a quand même, nous, sur notre univers, notamment sur Instagram, sur le yoga, il y a déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a énormément de contenu. Il y a des profs de yoga qui en parlent très bien. Il y a des autres marques de yoga qui font des choses super. Donc, on était quand même assez sur un milieu plutôt concurrentiel sur lesquels, du coup, nous, il fallait vraiment qu'on trouve un axe de différenciation. Donc, pour moi, ça serait ça la première question à se poser, c'est qu'est-ce que toi tu vas apporter de différent à ta communauté? Est-ce que c'est du contenu? Est-ce que c'est des produits? Est-ce que c'est de l'inspiration? Est-ce que c'est des behind the scenes en montrant la vie au bureau? Enfin bref, un peu qu'est-ce que toi tu penses pouvoir leur apporter? D'accord. Et on voit bien que tu as réussi toi à trouver cette différenciation, hein, comme tu le disais, parce que aujourd'hui tu as une communauté qui dépasse 40 000 abonnés sur Instagram. Donc c'est vrai que ça commence déjà à être une communauté qui commence à être assez importante. Et comment t'as fait du coup pour sortir du lot, pour passer de 0 à 1000 à 5000 à 40 000 et demain à 1 million? Ce que je disais un peu au début, c'est que moi, la première année, j'ai trouvé ça quand même assez long. C'est-à-dire que avoir nos premiers 500, ça a mis du temps. Avoir nos premiers 1000, ça a mis vachement de temps aussi. Je pense qu'il faut vraiment pas se décourager au début parce qu'en plus, on a l'impression, c'est un côté un peu frustrant parce que t'as l'impression, toi, que les visuels sont beaux, que le contenu est hyper intéressant. Tu comprends pas forcément. Donc, je pense qu'il y a un petit côté de persévérance au début qu'il faut avoir en tête, en fait, quand tu lances ça et que nous, on n'avait pas forcément en tête et puis on avait tendance à être assez impatiente et donc, du coup, on avait envie que ça aille vite. Mais la première année, c'est quand même assez long. Et ensuite, dans un deuxième temps, peut-être à avoir en tête dans cette période-là de la première année, c'est de continuer à être hyper régulier sur les posts, pas se dire du coup vu que j'ai pas de like, je vais en poster un par semaine. Non, en gros il faut continuer à poster une fois tous les 2 jours, une fois tous les jours en fonction un peu du planning, mais il faut vraiment pas se dire tant pis, ça fonctionne pas, etc. Donc il y a ça qui est assez important pour moi. Et après, nous, ce qui nous a beaucoup porté au début, notamment sur Instagram, c'était l'influence. Donc en fait, on a très vite donné des tapis à des filles qu'on suivait sur les réseaux sociaux et qui ont adoré les tapis et qui ont eu un attachement très fort à la marque dès le début et qui avaient relayé notre campagne Ulule, qui avaient un vrai coup de cœur à la fois pour le produit mais aussi pour l'aventure entrepreneuriale sur laquelle on communiquait beaucoup, qui était que c'était Agnès et moi qui lancions cette marque-là et qu'on avait besoin d'aide et qu'on était hyper convaincus du produit, de notre univers, de nos visuels et qu'on avait envie qu'elle teste le produit. Donc c'est vraiment l'influence qui nous a porté au tout début, après du coup entre les 6 mois et les 2 ans je pense de nos comptes et ça c'était un super relais de la fille avec qui on a travaillé depuis le début, qui ont bien aimé le produit et qui ont été vraiment les véhicules de la marque et de nos produits. Et après, dans un troisième temps, en fait, tu as aussi des appels entrants de marques ou de personnes qui veulent travailler avec toi. Donc, ça peut passer par le biais de jeux concours avec des marques qui sont affinitaires avec la tienne. Donc, par exemple, nous, on faisait des jeux concours avec des marques beauté naturelle, par exemple, qui fonctionnaient pas mal. Ce qui nous avait beaucoup porté, c'est qu'on avait fait un gros jeu concours avec Birchbox, donc la box beauté, peut-être quand Baya avait 1 an et demi, je pense. Et ça, on l'a vraiment vu sur notre compte, par exemple. Donc au tout début, en fait, quand on a des petits comptes, c'est pas ça qui va intéresser les marques. Donc c'est pour ça qu'il faut faire l'effort de travailler avec de l'influence et de la micro-influence, donc des petites influenceuses, mais qui ont quand même une communauté engagée. Et dans un deuxième temps, du coup, vu qu'on aura construit une petite communauté, cette petite communauté peut intéresser d'autres personnes via des échanges de visibilité. C'est ça, parce qu'au début, on peut très bien se dire, tiens, je veux directement approcher la marque, en tout cas des grands sponsors ou des sponsors pour pouvoir développer ma marque. Et en fait, on se rend compte qu'au départ, il faut
En fait, oui, tu les intéresses pas au départ. Mm. C'est trop petit pour eux. C'est ça, donc c'est d'abord commencer petit pour voir plus grand par la suite. Une autre question, quels sont les outils que tu utilises le plus et pourquoi? Alors, on utilise différentes choses pour nous aider du coup dans la gestion de nos réseaux sociaux et de notre communauté. Si on parle juste pour l'instant des réseaux sociaux, on utilise Later, qui est un outil du coup de programmation des posts sur les réseaux sociaux, qui permet du coup de tout préparer à l'avance et de pas devoir poster en temps réel, en fait, ce qu'on faisait au début avant de découvrir cet outil qui est quand même très chouette. On utilise également en fait un doc Excel pour planifier donc au mois tous les posts qui vont être faits sur nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, et qui nous permet du coup d'avoir aussi une régularité sur les contenus, donc se dire tous les lundis on poste tel type de contenu, tous les mercredis plutôt ce type de contenu-là, tous les vendredis plutôt. Enfin, voilà, le fait d'avoir une vraie programmation, ça aide aussi à prendre un peu de recul et d'avoir quelque chose d'assez différencié en fait en fonction des jours. T'as pas l'impression de te répéter ou de parler toujours de la même chose. Voilà, on utilise aussi un outil de newsletter donc on envoie à notre communauté, qu'on essaie de vraiment segmenter en fonction des affinités de nos clients ou des abonnés à la newsletter d'ailleurs, qui sont pas forcément nos clients, mais à qui on va du coup proposer du contenu en fonction du type de yoga qu'ils pratiquent, en fonction de leurs besoins, en fonction de s'ils sont débutants ou plutôt avancés, etc. Et enfin, on utilise 2 groupes WhatsApp qu'on a créés avec un avec nos meilleurs clientes, parce qu'à l'heure actuelle, c'est quand même beaucoup de filles, à qui, du coup, on présente en avant-première nos sorties de collection, à qui on peut demander des avis quand on a un doute ou quand on hésite sur un design. On l'a fait très récemment sur un nouveau design qu'on va sortir pour la fin de l'année, par exemple. Et un groupe avec nos ambassadeurs. Donc, nos ambassadeurs, c'est nos profs de yoga qui sont, du coup, ambassadeurs de la marque Baya, qui sont professionnels de yoga et qui peuvent, du coup, échanger sur ce groupe WhatsApp à la fois entre eux et avec nous. Donc, c'est un autre moyen WhatsApp pour venir animer cette communauté. Ok. Et là, on voit bien, du coup, par rapport à ce que tu disais là aussi, l'importance, du coup, d'avoir une programmation. Ouais. D'avoir voilà, toute une organisation, un peu de gestion de projet sur le domaine, parce que, comme tu disais, c'est assez chronophage en termes de temps. Donc, c'est vrai que le fait de pas programmer ce qu'on fait, à un moment donné, on a peut-être tendance un peu à se perdre. Et puis après, on voit aussi, par rapport à tous les outils que tu peux mettre en place, que du coup, ça prend un certain nombre de temps. Et du coup, je fais le lien avec la question précédente, c'est comment tu fais pour avoir une communauté engagée lorsqu'elle s'agrandit? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, c'est facile d'animer une communauté peut-être de 100, 1000, etc. Mais quand on a 40 000 abonnés comme toi et demain 1 million, comment on fait pour garder cette communauté engagée sans que ça soit une communauté qui soit simplement des suiveurs de l'actualité que tu peux poster, quoi? Enfin, c'est hyper intéressant comme question parce qu'en fait, forcément, plus tu vas grossir, plus ce qu'on appelle le taux d'engagement, donc le taux de likes ou de commentaires sur tes posts, peut diminuer. Nous, pour être tout à fait transparente, il a un peu diminué avec le temps. En revanche, on essaie d'être hyper vigilant du coup à toujours demander l'avis et engager. Je pense que c'est ça que les gens aiment aussi avec notre marque, c'est que ils savent que sur notre compte, ils vont retrouver des choses qui sont vraiment intéressantes pour elles. Donc, par exemple, là, période de confinement, des petits flots de yoga à faire chez soi, des idées de livres à lire. On se positionne, en fait, comme un vrai accompagnant, un vrai guide. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on n'est pas qu'une marque lambda de plus de yoga, mais vraiment une marque auquel ils portent un certain attachement, une certaine affection. Après, tu peux pas forcément plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont se désabonner et c'est pas un drame non plus. Mais je pense que le fait d'apporter du vrai contenu qui répond à leurs besoins et d'être à l'écoute surtout, donc ça veut dire par exemple à la fin des posts, tu vois, de pouvoir poser des questions et que les gens puissent y répondre. On fait très régulièrement des FAQ en Instagram direct par exemple. Des personnes de l'équipe aussi tournent des petits sujets sur comment je choisis mon tapis de yoga, sur de la présentation d'une nouvelle gamme, etc. Et du coup, tout ça fait en sorte que les gens prennent aussi un peu partie à l'aventure entrepreneuriale qu'il y a derrière Baya et que je pense que ça leur plaît aussi de voir un peu le behind the scenes du côté entrepreneurial et entreprise. Maintenant, on va parler argent, parce que c'est vrai que là aussi, souvent quand on parle développement de communauté, on se dit tiens, il va falloir engager en fait des moyens peut-être financiers relativement importants. Ma première question là-dessus, c'est combien coûte une campagne sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu pourrais déjà nous renseigner là-dessus? Et puis ma deuxième, pour enchaîner, c'est est-ce que tu as des techniques de gros hacking gratuites que tout le monde pourrait utiliser pour pallier généralement ces difficultés financières, surtout pour les jeunes startups? Alors, sur la première question, combien coûte une campagne sur les réseaux sociaux? Je vais peut-être te décevoir avec ma réponse, mais c'est hyper varié. C'est-à-dire que nous, au début, on mettait
5 euros par semaine sur certains visuels qu'on aimait bien et qu'on trouvait jolis. Et maintenant, on a une logique d'acquisition qui est très différente et du coup, des budgets qui sont hyper différents. Donc, je pense que, c'est hyper dur de répondre à cette question parce que aussi en fonction de ton marché, tes coûts d'acquisition, ils seront très différents. Ça dépend si tu veux faire de l'acquisition pour de l'achat produit ou si tu veux faire ce qu'on appelle les campagnes de branding, donc de notoriété de marque qui convertissent pas forcément en achat tout de suite. Donc c'est quand même très très différent. Donc je pense que avant de se poser la question de combien je dois investir, tu dois te poser la question de c'est quoi ton objectif. Est-ce que ton objectif c'est de drainer du trafic sur ta page web parce que tu as une nouveauté produit que tu as envie de montrer à tout le monde? Est-ce que ton objectif c'est d'avoir des likes sur ta page Facebook ou Instagram par exemple? Voilà, la question de l'objectif pour moi elle est plutôt à avoir en amont de celle de quel budget je vais pouvoir y dédier, parce qu'en fait après en fonction je vais dire en fait pour faire connaître ma marque je veux bien mettre 10 euros par semaine, pour faire connaître ce produit là je veux bien mettre 20 euros par semaine. Donc ça dépend vraiment. Et puis en fait souvent une campagne d'acquisition ou une campagne sur les réseaux sociaux, t'as plein de visuels, t'as de la vidéo, c'est pas relié seulement à un seul moyen en fait. Puis ça vient aussi sur Instagram, ça vient sur Facebook, donc c'est souvent plateforme. Donc voilà, donc c'est hyper différent. Nous au début on l'a fait très longtemps sans investir d'argent du tout, que ce soit d'ailleurs en influence ou sur les campagnes payantes, les campagnes pas payantes du coup, les campagnes pour faire connaître notre marque. Pendant 6 mois on n'a pas dépensé un seul centime sur Facebook ou Instagram par exemple. Donc c'est ça, donc déjà il faut déjà bien réfléchir à sa stratégie d'acquisition. Pour la deuxième question là sur le gros hacking gratuit, as-tu un super tip à nous communiquer? Bon, ça se saurait s'il y avait une méthode miracle. Nous, on a testé quand même des choses là récemment qui fonctionnent bien. Donc, en fait, c'est de la création de contenu via des guides qui sont téléchargeables depuis notre site internet. Et en fait, pour les télécharger, il faut renseigner son nom et son adresse mail et également un peu le type de yoga qu'on pratique, le contenu qui nous intéresse, etc. Et ensuite, vous recevez par mail le guide téléchargeable. Et ça nous permet du coup de drainer du trafic sur notre site internet, de connaître nos clients parce qu'on demande des questions au début et du coup, de pouvoir ensuite leur apporter du contenu et des produits qui sont intéressants pour eux et dont ils pourraient avoir besoin. Ok. Et tu as déjà répondu en partie à la question, mais voilà, j'avais cette question-là, quel choix d'investissement faire? Comment tu abordes un peu la question? Est-ce que tu as déjà réalisé par exemple des testings? Est-ce que tu as mis en place des posts sponsorisés ou pas? Oui, on a des posts sponsorisés, on fait aussi des campagnes qu'on appelle d'ADS, donc d'advertising, sur les différentes plateformes, donc qui sont différentes de ce qu'on va publier sur notre feed, sur notre compte à nous, qu'on sponsorise pas forcément, qui va être plus de l'organique, donc des gens qui suivent déjà la marque. Et le but des ads, c'est vraiment d'aller chercher des nouvelles personnes, ou de plutôt parler d'un produit, ou de plutôt parler d'une nouveauté, etc. Donc on a différents leviers sur ça. Ok. Et ma dernière question, du coup pour les auditeurs qui veulent vraiment tout savoir de toi et en tout cas de tous les tips que tu peux leur apporter. Donc là comme ça, si tu as 3 tips à donner à nos auditeurs, tu leur donnerais quoi? Le premier, c'est que je pense que de se lancer sur un marché niche, ou en tout cas très précis en termes de cible, ça facilite beaucoup la construction de la communauté. C'est-à-dire que nous, on était du coup par exemple sur une cible yoga. Nous, on a choisi d'avoir dans un premier temps un axe plutôt féminin, ce qui fait que du coup, on parle pas à tout le monde, mais c'est pas grave. On se focalise sur notre cœur de cible et sur cette niche-là, et c'est ça qui est hyper important. Et je pense que c'est plus facile d'avoir une petite cible à adresser qu'une cible trop large, qui du coup est plus compliqué à aborder. Le deuxième type, je pense que d'avoir des gens qui croient en ton produit au début, notamment des influenceuses, ça a été hyper clé nous dans notre développement. Donc en fait, il faut pas avoir peur d'aller envoyer des mails à des influenceuses moi que j'aimais bien, que je suivais, en racontant l'histoire, en faisant vraiment parler de notre marque, de pourquoi on s'est lancé, de qu'est-ce qui nous fait vibrer, etc. Et on a eu un super écho et vraiment un engouement qui était très chouette dès nos débuts. Et il fallait juste pas avoir peur de leur envoyer un mail, quoi. Et donc ça, c'était quand même un chouette apprentissage. Et le troisième conseil sur la communauté, c'est, je pense aussi, ce qui nous sert, c'est d'être entouré de professionnels du yoga. Donc nous, c'est sur notre secteur-là, mais si c'est dans le secteur de la mode, c'est des professionnels de la mode. Si c'est dans le secteur de la cuisine, c'est des professionnels de la cuisine. Parce que nous, on n'est pas prof de yoga et que c'est hyper important d'avoir le crédit de personnes qui ont une notoriété, une crédibilité sur un sujet en particulier. Donc voilà pour mes 3 petits conseils. Ok, super. Écoute, on te remercie Hortense et puis on te dit à bientôt. Merci beaucoup Julien, à bientôt.
Hortense Bourgois, la fondatrice de Baya. Merci Julien. Nouvel épisode de Superfast à venir dans quelques jours. Avant de se quitter, peut-être quelques mots en direction de nos partenaires. Merci pour leur soutien au Muji et à l'IME. À très vite sur jobradio.fr et startupmedia.fr. Tous les épisodes de Superfast sont à écouter sur jobradio.fr en téléchargeant l'appli Job Radio et sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts.